Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'Exportation et Développement Canada, Voyez grand, exporter pour assurer votre croissance en 2014. Je suis Mélanie Carter, animatrice aujourd'hui et une directrice des comptes avec l'EDC. D'abord, sachez que la séance d'aujourd'hui sera diffusée au web et on vous permettra de l'écouter en français avec le service d'interprétation simultanée. Si c'est le cas, veuillez choisir l'icône français sur votre écran. Alors, pour notre auditoire francophone, nous vous offrons une traduction simultanée. Veuillez tout simplement choisir le bouton français sur votre écran. Certains parmi vous connaissent à peine Exportation et Développement Canada ou l'EDC. Donc, en guise de présentation, nous sommes l'organisme officiel de crédit à l'exportation du Canada. L'EDC est complètement voué à aider les compagnies canadiennes de toute taille, de tout secteur, à exploiter les débouchés offerts sur le marché international. Nous leur faisons donc profiter à chaque année de notre expertise, alors que nous travaillons aux côtés de 7000 compagnies canadiennes qui cherchent croissance et succès au sein de 200 marchés plus au monde. L'objectif de notre forum aujourd'hui est de vous en apprendre plus sur les rouages des petites entreprises qui se penchent du côté de l'exportation à titre de façon d'assurer la croissance de leur entreprise et la diversification de leur clientèle. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous présenter nos trois invités de marque. D'abord, Jason Myers, président et chef de direction de la MEC, manufacturier et exportateur du Canada. Bienvenue. Merci. Ensuite, nous avons David Barron, président et chef de la direction chez Coatue International. Bienvenue, David. Bonjour, Mélanie. Merci de m'avoir invité. Dernier invité, mais certainement pas le moins. Je vous présente Jeff Fuller, président et fondateur de Fuller Industries. Jeff sera des nôtres depuis notre bureau à Mississauga aujourd'hui. Bienvenue. Bev, quel plaisir pour nous que tu te joignes à nous. Merci, Mélanie. Je suis contente d'être ici. Et bien sûr, je souhaite aussi la bienvenue aux nombreux participants au webinaire. Nous espérons que vous trouverez la séance de discussion aujourd'hui utile et instructive. En passant, sachez que chez l'EDC, nous vous offrons de façon régulière des webinaires et autres événements à ne pas manquer. Venez donc consulter à ce sujet à même l'onglet « Événements » que vous trouverez sur notre site web edc.ca. Pour ce qui est de l'ordre du jour, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous entretiendrons une discussion avec nos spécialistes dans le domaine de commerce international, outil indispensable pour intensifier vos activités. Deux chefs de compagnies canadiennes vous parleront de leur stratégie d'exportation et d'affaires, soutenant la croissance de leur entreprise à partir de petites entreprises qui se sont améliorées. En dernière moitié, nous vous offrirons la séance foire aux questions, mettant à l'épreuve nos invités spécialistes. Nous vous acheminerons également un hyperlien pour vous permettre accès à une version archivée du web d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter si vous ratez quelque chose, si vous voulez revenir sur un sujet abordé, nous avons ce qu'il vous faut. Si nous commencions. D'abord, Jason, commençons avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu du MEC, manufacturier et exportateur canadien du Canada? Oui, bien sûr. Alors, le MEC est une association de commerce la plus grande au Canada. Nous représentons tous les secteurs de fabrication et dans le domaine de l'exportation aussi. Nous avons probablement 10 000 compagnies, grosso modo, et ces compagnies-là desservent toute une gamme de clients. Ça fait environ 143 ans que nous existons. Nous avons commencé avec la fondation en 1871 sous John A. Macdonald. Nous avons été mandatés de la même façon que nous le sommes aujourd'hui, améliorer l'aspect concurrentiel à l'échelle internationale quand on parle de nos compagnies canadiennes. Alors, au sein des dernières 150 ans environ, pas tout à fait, mais ça s'en vient, nous avons vu à quel point le monde des affaires d'exportation a connu des changements. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le fait que nous voulions que les compagnies canadiennes puissent se diriger dans leur monde des affaires à l'échelle internationale. Nous voulons améliorer les conditions d'affaires pour les Canadiennes. Au Canada, nous voulons travailler avec le gouvernement au Canada et avec les gouvernements à l'échelle internationale. Alors, nous voulons soutenir les compagnies canadiennes qui font affaire avec les gouvernements à l'échelle internationale. Alors, on veut leur donner des occasions d'affaires rêvées, des pistes à suivre qui les mèneront à un meilleur chiffre d'affaires.
Alors, on parle aussi de partenariats avec d'autres organismes comme le DC, les délégués commerciaux, etc. Alors, quand ils viennent vous voir, ils ne sont pas nécessairement des exportateurs. Ils se penchent de ce côté-là, pas vrai? Oui. Nous mettons le cap sur non seulement leur trouver les services dont ils ont besoin. Ce qu'on veut faire vraiment, c'est mettre à profit tout ce réseau de fabricants et d'exportateurs qui pourront leur prêter main forte à titre de nouvelles compagnies qui veulent s'engager du côté de l'exportation. On veut que ces gens-là sachent de quoi ils retournent quand on parle d'exportation, quels sont les besoins, de quoi ils retournent. Ah, c'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, quand les compagnies parlent d'exporter, de façon typique, ils pensent à l'exportation directe, c'est-à-dire vendre les marchandises ou services de façon directe à un acheteur sur le marché international. Voici ce dont j'aimerais parler, dont vous aviez parlé au sein d'un livre blanc que vous aviez aidé à créer avec le DC. C'est un livre blanc qui s'appelait « Exportation et croissance de votre entreprise ». Dans ce livre blanc-là, vous aviez mentionné d'autres stratégies d'affaires en matière d'exportation. Par exemple, stratégie d'exportation indirecte. Ça peut vraiment prêter main forte aux compagnies qui veulent améliorer leur chiffre d'affaires. Parlez-nous-en. Oui, vraiment, il faut savoir choisir la bonne stratégie selon votre compagnie. On parle aussi d'une stratégie ici qui soutient le fait que l'exportation a changé au fil des années. Oui, c'est vrai qu'on va composer avec un client à l'échelle étrangère, internationale. Alors, si vous voulez faire ça, il faut avoir des solutions. Il y a toute une gamme de stratégies qui existe, à savoir comment vous fourniriez la solution à vos clients. Ça pourrait être vente directe ou bien ça pourrait être vous jumeler avec d'autres entreprises pour obtenir le permis, si vous voulez, de vendre, que ce soit du côté de fabrication, distribution ou simplement trouver cet agent des ventes qui pourra être le mieux placé pour essayer de vous trouver le client que vous recherchez et le desservir de la meilleure façon. Alors ça fait partie de la stratégie indirecte. Mais je pense qu'au Canada, les entreprises ont besoin de cibler les occasions de se jumeler avec des entreprises de grande envergure qui ont déjà une part du camembert quand on parle du marché international. J'ai travaillé avec une compagnie du Manitoba, une compagnie qui composait avec le traitement des eaux usées. Nous sommes allés à Hong Kong et j'ai parlé avec le gouvernement de Hong Kong à propos de cette technologie qu'avait l'entreprise au Manitoba. Alors, les représentants du gouvernement de Hong Kong ont dit, oui, on aime bien la technologie, mais ils ont dit, non, nous, on n'achète pas la technologie, on achète les solutions en matière d'ingénierie. Alors, je pense que là, ils auraient pu avoir une meilleure occasion de décrocher ce contrat-là s'ils avaient été en partenariat avec mon ami ici qui travaille avec Cowater. Alors, souvent, on pense à exportation à titre de stratégie de vente directe. Cependant, nous devrions peut-être nous pencher du côté de la chaîne d'approvisionnement qui est déjà en existence au Canada pour mettre à profit ces connaissances déjà établies et en connaissant déjà le marché des affaires internationales, le risque a déjà été amenuisé. Alors, quand on parle de ces marchés internationaux, on a besoin des agents qui s'y connaissent bien en ce qui a trait à la clientèle, parce qu'il y a des entreprises qui existent déjà au marché international, qui connaissent déjà comment composer avec le client, connaissent déjà la solution idéale pour certains clients. Alors, si vous pouvez établir des partenariats ici au Canada pour ensuite offrir une solution à l'échelle internationale, je pense que vous avez déjà dépassé vos concurrents. Et ça va réduire les coûts afférents à se lancer d'une façon nouvelle sur le marché international. Merci de nous en parler comme ça. Les entreprises canadiennes ont besoin de savoir quelles sont les stratégies qui me sont disponibles si je veux faire affaire sur le marché international. Pour ceux d'entre vous qui n'auriez pas encore eu l'occasion de lire le livre blanc qui
qui a été écrit en partie par David. C'est disponible. Vous pouvez le télécharger à même l'interface web. Ça mérite d'être lu. Si on parlait de compagnie canadienne, David et Jeff. David, d'abord vous, bien sûr. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Coldwater International? Oui, bien sûr, merci. Alors, grosso modo, Coldwater International, c'est une compagnie de consultation en gestion, mais nous nous focalisons surtout dans les économies qui ne sont pas complètement développées. Nous travaillons en Afrique et en Asie et nous commençons à percer le marché en Amérique latine. Qu'est-ce que nous faisons? Bien, fondamentalement, nous offrons le meilleur du Canada, ce que le Canada a à offrir au gouvernement de ces pays-là. Alors, ce sont les gouvernements qui gèrent, n'est-ce pas? Par exemple, les projets avec lesquels nous composons, par exemple, les gouvernements comme notre gouvernement fédéral. Nous travaillons au Népal avec le vérificateur général pour établir les pratiques exemplaires dans ce domaine. Quand on parle de supervision des projets gouvernementaux. Un autre projet serait le projet avec la Banque centrale au Vietnam. Nous travaillons avec la Banque centrale là pour leur offrir l'expertise canadienne dans ce secteur-là pour améliorer la façon de faire les choses là. Alors, si on parle aussi de travail que nous faisons avec les organisations locales, nous avons un projet au Pakistan où nous encourageons la part des citoyens. Nous avons 2 à 3 millions de personnes dans quelques districts du Pakistan. Et là, nous essayons d'aider ces gens-là de mieux s'organiser autour du gouvernement pour les services essentiels, services vitaux, que ce soit la collecte des ordures, que ce soit la santé, obtenir un meilleur système de traitement, d'assainissement des eaux. Nous travaillons avec les gens à l'échelle locale et nous travaillons avec le gouvernement pour améliorer les services qu'ils offrent. Maintenant, en Islamabad, avec les lois et les règlements qui existent là, qui découlent du gouvernement, quand on parle des districts fédéraux et provinciaux, il faut que la réglementation soit bien établie pour assurer que nous pouvons puissions les aider. Quand on parle de supervision de construction au nord du Mozambique, nous finissons un projet là où nous avons gagné un prix en passant la semaine dernière par les ingénieurs canadiens de l'Ontario pour l'installation de centres d'obtention d'eau. Alors, il y en a 600 que nous avons installés. Nous avons formé les gens à l'échelle locale pour bien les utiliser. Et nous travaillons à l'échelle internationale. Nous travaillons dans toute une gamme de pays nouveaux, peut-être pour la plus forte partie des gens. Alors, oui, j'ai eu l'occasion de vous faire passer en entrevue il y a quelques semaines pour notre série Trade Talk. Pour les gens qui ne connaissent pas cette série-là, c'est une série vidéo où nous discutons les sujets qui touchent l'exportation, sujets pertinents pour les exportateurs canadiens. Vous aviez mentionné, David, que les revenus de Coldwater avaient triplé dans les derniers 10 ans. Si vous retournez à la case de départ, quand vous veniez juste d'entreprendre vos affaires, quels sont les changements ou les décisions qui sont arrivées dans votre monde des affaires à cette époque-là qui vous a mené à cette croissance phénoménale? Je pense qu'il y a quelques éléments clés. Coldwater, bien, nous existons depuis un bon bout de temps. Oui, vous avez raison, il y a environ 10 ans. Nous avons commencé avec cette croissance, cette montée en flèche. Il y avait un certain nombre de postes disponibles. Nous avions déjà établi notre chiffre d'affaires à titre de petite entreprise pendant quelques années. Ça, on s'était fait connaître à titre de petite entreprise, mais alors c'était la vision vraiment qui nous a menés à tripler notre chiffre d'affaires en ce qui a été revenu, vraiment viser en grand, si vous voulez.
voir qu'est-ce qui pourrait nous aider. Est-ce qu'il y avait des programmes au Canada qui pouvaient nous soutenir? Est-ce que c'est de courir le risque d'épouser une vision et de continuer en direction de cette vision-là. Alors, nous avions une certaine expertise et nous voulions vraiment miser sur ça et être capable de la vendre là où elle était requise dans les différentes économies. Quand nous avons accompli ce succès-là, nous sommes venus qu'à voir le nombre de clients qui s'intéressaient à ce que nous offrions. Il y a 10 ans, peut-être Cowater était de 3 à 5 millions de dollars. Ça, c'était un gros projet. Maintenant, c'est 20 millions de dollars et plus. Alors, le chiffre a beaucoup augmenté. Alors, il y a des défis, bien sûr, avec la gestion. Quels étaient? Quand vous voulez dire là, de gérer la croissance, quels étaient les défis à relever pour vous? Eh bien, c'est gérer la croissance, vous assurer que vous ne dépassez pas la norme en ce qui a trait à encourir le risque pour obtenir la croissance. Vous voulez connaître le succès. Je dirais qu'il y a des éléments clés, avoir les bonnes personnes qui fassent partie de l'équipe, peu importe qui est chef d'affaires, que ce soit ressources humaines ou autre. Que vous soyez dans l'équipe de haute direction ou non, à chaque jour, nous composons avec ce défi-là. Est-ce qu'on a les bons coéquipiers? Avec Cowater, nous croyons vraiment que nous avons obtenu des joueurs, des coéquipiers qui sont parfaitement agencés les uns avec les autres. Aussi, savoir que nous pouvons livrer le produit ou le service tel que promis. Quand vous allez faire une soumission pour un contrat, si vous le décrochez, tant mieux. Sinon, eh bien, vous apprenez. Disons que vous apprenez de votre défaite. Par exemple, si vous arrivez en deuxième lieu au lieu du premier lieu. Alors, apprenez ça. Apprenez votre leçon ou vos leçons et la prochaine fois, vous allez pouvoir le décrocher. Pour nous, ça fait partie de notre apprentissage. Vous avez dit, il faut vraiment persister et les personnes sont importantes et d'avoir une vision, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça, c'est très utile et nos participants qui nous écoutent, qui représentent les petites entreprises et qui s'intéresseraient à faire comme Cowater a fait, eh bien, ça, c'est important, n'est-ce pas? Pour les gens qui n'ont pas pu encore suivre les vidéos, Trade Talk, vous pouvez trouver ça sous le centre d'expertise à même notre centre web. Alors, Jeff, maintenant, pourriez-vous nous parler de Fuller Industries? Alors, notre produit est surtout, ce sont des conduits qui font partie de l'ingénierie. Alors, nous avons des conduits avec revêtement de caoutchouc. Ça va ajouter à la vie d'un conduit ou d'un contenant. Alors, ça vient de Sudbury, c'est chez moi. Alors, nous travaillons avec des compagnies minières, n'est-ce pas? Alors, ça intéressait ces clients-là, des compagnies minières, d'avoir des conduits et des contenants qui étaient durables. Nous voyons que les systèmes prenaient de plus grandes ampleur en ce qui a trait aux compagnies minières et leurs besoins. Alors, nous savions que nous pouvions desservir ces compagnies-là. Nous l'avons fait et maintenant, nous voulions, après nous être concentrés sur la qualité de fabrication et la livraison à temps et l'expertise que nous avions dans la fabrication. Nous avons vraiment peaufiné ça au sein des derniers 10 ans, disons, et nous savions maintenant que nous pouvions offrir ça à l'échelle internationale quand on parle de fabrication de conduites en acier au carbone avec revêtement caoutchouc. Quand vous dites que vous êtes lancé pour avoir votre part du camembert du marché international, est-ce que vous aviez visé ça du début ou bien quand est-ce que ça s'est fait? D'emblée, nous avons décidé
que si la compagnie devait vraiment s'accroître, nous devions nous pencher du côté de l'exportation. Nous avons un créneau, n'est-ce pas, spécialisé au nord de l'Ontario. Il n'y avait pas suffisamment d'espace au point de vue monde des affaires pour être capable de croître à notre guise. Avez-vous fait ça de vous-même? Jason avait mentionné différentes stratégies d'exportation. Qu'on trouve un agent ou d'autres personnes avec qui travailler. Vous avez mentionné vous jumelez avec des compagnies minières. Est-ce que vous vous êtes fondé sur ce qu'elles avaient déjà accompli, ces compagnies-là? Comment est-ce que vous êtes pris pour vous lancer à l'international? Eh bien, la stratégie que nous avons utilisée, nous essayons de trouver un projet minier que ce soit juste minime à titre de chiffre d'affaires et nous penchons de ce côté-là. Nous travaillons avec des compagnies qui s'y connaissent bien dans le domaine minier, que ce soit du côté EPC ou une compagnie d'ingénierie dans le domaine minier. Et nous voulons nous assurer que nous comprenons le projet, qu'est-ce qu'on a besoin à titre de besoin du client. Une fois qu'on comprend ça, là, on se lance et on offre le service et le produit. Plus on se penche du côté du projet, plus on en apprend. Bien sûr, nous composons avec, par exemple, une compagnie d'ingénierie canadienne comme SNC, par exemple, qui compose avec une autre compagnie, peu importe la compagnie. Alors, nous accomplissons le travail pour eux. Même si le produit de la fin peut se retrouver au Madagascar, au Chili, en Mongolie. Quels sont les défis avec lesquels vous avez dû composer alors que vous vouliez lancer à l'échelle internationale? Alors, le premier défi, c'est que nous sentions que nous étions trop éloignés du client, étant donné que nous étions au nord de l'Ontario. Nous avons dû passer à travers ça. Nous voulions offrir un produit qui primait dans notre monde des affaires un produit canadien qui serait bien livré à temps, qui aurait une valeur ajoutée, qui apporterait une belle valeur en ce qui a trait à la solution rêvée du client. Alors, pourquoi ne pas utiliser quelqu'un en Afrique si le projet est situé là? Alors, ce sont les genres de défis avec lesquels nous avons composé. Alors, vous, David, avez-vous composé avec quelque chose comme ça? Avez-vous lutté contre ces idées-là? Oui, souvent avec nos clients. La technologie excelle. Ça réduit le lien, la qualité du lien établi avec les gens à l'échelle internationale. Souvent, le rapport est réel. C'est vrai qu'il y a une grande distance. Pour nous, c'est accomplir ce que nous sommes bons, où nous excellons, aller rencontrer les gens, nous présenter, serrer la main, présenter un échantillon de notre travail et ensuite établir ces liens-là. Donc, il n'y a rien qui est comme ça. Ça ne se compare pas. Ce n'est pas la même chose qu'envoyer un document par service de messagerie. Ce n'est pas la même chose quand vous rencontrez quelqu'un. On peut toujours se fier aux mandataires, aux partenaires. On a parlé de délégués commerciaux, n'est-ce pas? On peut se fier à eux, mais à un moment donné, quand vous prenez la décision d'exporter, vous avez besoin d'agir et de vous présenter. Pour nous, c'est ça qui ouvre la porte au nouveau monde des affaires. Oui, les délégués commerciaux nous ont vraiment aidés, que ce soit publication avec les journaux ou autres. Oui, ils ont ouvert les portes dans plusieurs domaines, mais au bout du compte, il faut se faire connaître personnellement par ces gens-là. Vous avez déjà créé un lien, n'est-ce pas, avec ces gens-là. Ils vous connaissent déjà à un certain niveau. Alors, vous avez déjà accompli un travail excellent auparavant. Alors, vous pouvez aller les rencontrer en toute confiance, sachant que le client a déjà une estime pour vous. Alors, est-ce que vos membres discutent de la même façon, Jason, à savoir, nous sommes une petite compagnie et j'existe au Canada, mais je suis éloignée, mais je peux vous offrir un bon service, de bons
de bonnes marchandises, oui, bien sûr. C'est la persévérance, la patience d'établir une entreprise et les rapports personnels, bien sûr que c'est important. Mais à titre d'entreprise canadienne qui travaille à l'échelle internationale, il faut présenter une valeur en ce qui a trait au coût total afférente à un projet. Pour présenter ce genre de valeur-là, non seulement en ce qui a trait au coût, mais le présenter, ce projet-là, comme une solution, ce dont a besoin le client. Alors, comment on a conçu le projet, le produit, le service, si vous voulez, selon ce qu'a demandé le client. En troisième lieu, c'est ce qui est important aussi, ce qui découle de ça. Et il faut parler des gens. On ne peut pas parler de travailler avec un client, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, si vous n'avez pas des gens déjà sur le terrain là, qui peuvent comprendre quelles sont leurs exigences, leurs besoins et qui peuvent vous prêter main forte en ce qui a trait à la livraison, soit du service ou de la marchandise. Merci. Merci beaucoup, Jeff, pour les conseils. Comme vous avez exprimé comment vous avez pu vous lancer dans le marché international. Maintenant, ce que j'aimerais voir, quand on fait l'exportation, ces compagnies-là ont des défis à relever. EDC a toute une gamme de solutions qu'on vous offre, que ce soit l'assurance crédit à l'exportation, pour vous aider avec les créances à l'exportation. On peut vous aider ici. On a une équipe de spécialistes qui peuvent vous mener dans la bonne direction, vous diriger adéquatement. Venez nous voir en ligne à www.edc.ca. Vous pouvez communiquer avec nous et nous ferons plaisir de vous aider, de répondre à vos questions. Quand on parle d'assurance crédit, ça, c'est pour vous donner une protection à 90 quand vous vendez avec des modalités ouvertes. Ça peut vous prêter main forte quand vous travaillez à l'échelle internationale. Vous avez cette occasion-là. Le client veut des modalités ouvertes. Si vous pouvez offrir ce genre de modalités ouvertes à votre client, ça vous aide à établir une situation de confiance d'emblée avec le client. Alors que vous faites ça, il faut vous poser la question. Est-ce que vous allez perdre une vente de 50 000 $ parce que le client ne peut pas payer? Alors ça, avec l'EDC, l'assurance crédit va vous aider. Je suis certaine que vos membres l'utilisent beaucoup. Absolument. Non seulement est-ce que ça diminue le risque, mais c'est une excellente solution financière, que ce soit pour vous ou pour le client. En ce qui est trait au financement, on travaille avec la banque qui travaille, elle, avec les exportateurs canadiens. Alors, il y a un cautionnement bancaire qui est disponible. Alors, ceci étant dit, j'aimerais bien remercier tous nos invités aujourd'hui. Moi-même, je travaille avec les compagnies canadiennes qui recherchent ce genre de renseignements. Je sais que vous avez été utile aujourd'hui en ce qui a trait aux renseignements fournis aux participants, à savoir pourquoi l'exportation est une si bonne stratégie pour accroître votre chiffre d'affaires. Alors, Jason, en guise de synthèse, pouvez-vous nous donner 2 ou 3 conseils pour les compagnies qui sont là et qui veulent améliorer leur chiffre d'affaires pour l'exportation? Juste 2 ou 3? Bon, commencez avec ça. Alors, regardez vers la solution, l'occasion avec le client, comme vous le feriez vraiment ici, à l'échelle nationale. Vraiment, asseyez-vous et comprenez ce dont a besoin, les attentes du client. Du point de vue du client, ça représente quoi le succès d'une compagnie qu'il recherche? Alors, qu'est-ce que le client veut comme produit, service, technologie? Ça c'est la première chose à étudier. Ensuite, soyez au courant qu'il y a un risque qui est engagé. Connaissez les règlements, les lois avec lesquelles vous devez travailler. Et en troisième lieu, et qui fait partie de la stratégie, c'est essayer de diminuer les risques. Soyez au courant qu'il n'y a aucune compagnie qui peut transiger avec tous les besoins d'un client. C'est là où c'est intéressant ou important d'établir de bons liens, de jumelage. Une entreprise comme le MCE peut vous aider en essayant de vous trouver des occasions de parler avec d'autres entreprises qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir, qui sont déjà
en train de faire l'exportation à l'échelle internationale. Peut-être qu'on peut vous aider avec ces entreprises-là à trouver d'autres partenaires, mais aussi comprendre les risques jusqu'au point où vous voulez travailler avec de bonnes entreprises, les délégués commerciaux, le DC. Ces gens-là ont tellement de connaissances, d'expertise. Ils s'y connaissent déjà dans le marché international, connaissent de bons partenaires. Il faut savoir de façon indirecte ou indirecte, si vous allez vous lancer avec le monde des ventes, à savoir quelle est la meilleure façon de composer pour vendre le produit qui est sur les tablettes dans votre entrepôt pour où commencer? Vous dites qu'il faut avoir une stratégie. Comment la meilleure façon? Est-ce qu'il faut parler avec les gens pour essayer de voir de quoi ils retournent ou bien embaucher quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous? Est-ce qu'il y a une façon excellente pour faire ça? Bien, c'est une bonne question. Je penserais que pour une compagnie de petite envergure, avec un excellent produit, une excellente technologie ou service qui excelle, ce serait de comprendre quelle est votre capacité innée, fondamentale, et comment mieux appliquer, comment mettre à profit votre expertise et comment les mettre à profit au Canada et ensuite à la chaîne internationale. N'essayez pas de vaincre le monde d'un jour à l'autre. Il faut faire face avec certains défis, avec certaines faillites des fois, mais on apprend. Quand on a perdu un contrat ou deux, il faut faire face à ça et être prêt à composer avec le lendemain d'une faillite et apprendre. Alors, David, Jason vient de parler de faillite. Vous aviez parlé auparavant et de faire des soumissions pour un contrat, ne pas le décrocher nécessairement. Eh bien, ce que j'avais dit, c'était avec mon équipe. Souvent, pour moi, c'est tout aussi bien, je pense, de pouvoir cibler les occasions qui s'offrent et savoir lesquelles nous intéressent le plus. Alors, souvent, on peut simplement en rayer quelques-unes parce que, vraiment, on ne peut pas décrocher tous les contrats disponibles. Écoutez, c'est un investissement au point de vue énergie, temps de travail et les coûts. Alors, disons que vous en avez une liste, je ne sais pas moi, de 10 et que vous voulez essayer d'en cibler 2 ou 3. Ça, c'est important. Essayez de voir quelles sont les meilleures occasions. Pour moi, c'est important. Mettre le cap sur les projets qui peuvent vous faire briller, si vous voulez, en ce qui a trait à votre expertise vous-même. Aussi, avoir les bons partenariats établis. 80 des projets avec lesquels nous travaillons, nous avons déjà des partenariats établis, que ce soit travailler avec des gens qui sont sur le terrain dans des pays internationaux, mais aussi des compagnies canadiennes qui ont une expertise technologie particulière dont on a besoin. Disons que vous êtes en train de faire un projet à l'échelle internationale, vous avez besoin d'une expertise particulière pour finir un certain projet, eh bien, la meilleure solution, c'est d'établir une activité de jumelage avec une compagnie qui a la technologie que vous recherchez, surtout à l'échelle nationale. Alors, une fois que vous êtes sur le terrain, comment vous préparez à ça? Il y a des compagnies qui veulent savoir ça. Quelles sont les stratégies, là, si vous entrevoyez être sur le terrain? Si c'est un nouvel endroit pour nous, nous sommes déjà au sein de 65 pays dans nos projets, là. Nous avons des liens déjà bien établis dans toute une gamme d'endroits. Mais si nous voulons percer un nouveau pays, un nouveau marché, nous ne sommes pas présentés pendant 10 ans et plus, nous allons voir l'ambassade canadienne, les délégués commerciaux, bien sûr. Ça, c'est un bon début. Ils peuvent nous aider à cerner quels sont les partenaires idéal sur le terrain. Alors, le délégué commercial peut nous aider et nous allons les voir. Ils peuvent nous aider à voir qui serait un bon partenaire pour pouvoir mener à bien un certain projet. Alors, ces gens sont déjà là, ces entreprises-là avec lesquelles nous allons établir un partenariat. Alors, ils s'y connaissent. Alors, il faut vraiment étudier de quoi il s'agit en ce qui a trait au nouveau pays, un nouveau marché.
Alors, nous, dans notre marché, nous travaillons avec des pays en développement. Alors, il faut vraiment savoir où on s'en va. Alors, Jeff, je vais vous poser la même question. Donnez-nous 2 ou 3 conseils que vous aimeriez laisser aux participants aujourd'hui. Simplement pour réitérer, il faut absolument avoir une stratégie. Il faut décider où vous pouvez briller. Qu'est-ce que vous voulez exporter? Une fois que vous avez établi ça clairement, une fois que vous avez le plan, il faut s'en tenir à ce plan-là et reconnaître que ça va prendre un certain délai avant que vous connaissiez le succès en ce qui a trait à l'exportation régulière. Alors, vous ne pouvez pas vous focaliser du côté des exportations parce que vous avez un genre de décroissance, si vous voulez, dans votre chiffre d'affaires national. Alors, il faut savoir que vous avez le MEC, les délégués commerciaux, vos pairs de l'industrie. Ces gens-là sont là pour vous aider. Vous aurez des problèmes avec l'exportation. Vous ne serez pas le seul ou la seule à composer avec ça. Allez-y, puisez au sein du réseau d'entreprises de soutien. C'est ce que je vous suggère. Alors, on a parlé de croissance dans notre chiffre d'affaires, de son qu'on a apprise. Et si vous avez des questions maintenant, ce serait maintenant le moment de nous les poser. Nous essaierons de répondre à un nombre maximal de questions. Afin de poser votre question, sélectionnez la touche « Questions et réponses » au coin gauche inférieur de votre écran. En attendant une question qui sera acheminée, j'ai une question pour vous. Quand les participants de notre auditoire se sont inscrits pour ce webinaire, on leur a posé la question à savoir quels ont été vos plus grands défis pour la plus forte partie des gens. Ils nous ont dit que c'était avoir les renseignements en ce qui a trait aux marchés internationaux. Est-ce que vous avez composé avec ce défi-là et comment est-ce que vous avez réussi à avoir accès aux renseignements afférents aux marchés internationaux? C'est de savoir où se présenter, quels sont les points d'accès pour l'information. Dépendant du marché qui vous intéresse, si vous vous sentez isolé, il y a le gouvernement du Canada qui a des agences qui peuvent vous aider, que ce soit par l'entremise de l'EDC, délégués commerciaux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, là, communiquez avec l'EDC, faites-le, s'il vous plaît. Pour nous, c'était des pistes à suivre. Nous avions des gens déjà sur le terrain. Nous avions des partenariats déjà établis. Et allez voir qu'est-ce qui est accompli dans votre industrie. Parlez avec d'autres entreprises internationales déjà établies là. Vous pouvez obtenir de façon peu coûteuse des renseignements en téléphonant à quelqu'un. Alors, des gens qui sont déjà sur le terrain, parler avec des gens qui font partie d'entreprises internationales déjà établies là. Alors, Jeff, avez-vous autre chose à ajouter à ça? Oui, je pense que c'est de profiter du soutien qui est là, vos pairs de l'industrie, comme David l'a dit, le DC et le MEC. Les renseignements existent, vous savez. Il faut vraiment décider à quel point vous les voulez et n'arrêtez pas avant de les trouver parce que les renseignements sont là et disponibles. Eh bien, nous avons notre première question qui est acheminée. Peut-être pour Jason. La personne ici demande, est-ce que le Canada fait l'exportation plutôt de produits ou de services? Ah, ça, c'est une question qui n'est pas facile, là. Parce que David et Jeff, ce sont eux qui s'occupent de projets, n'est-ce pas? Mais si on se penche de ce côté-là, le produit de Jeff, vous pouvez ajouter à ça, Jeff, vous êtes mieux placé que moi. C'est difficile de vendre un produit sans vendre un service connexe. Je pense que c'est fondamental de comprendre ça si vous voulez offrir une solution. Selon la statistique, nos exportations de biens sont probablement 4 fois plus grands du montant des chiffres d'affaires que les services. C'est difficile de définir c'est quoi justement une exportation de services. Comme j'ai dit, je ne connais aucun produit. Et là, j'inclurais là-dedans même le pétrole, le gaz, les services
essentiels qui sont vendus, il faut qu'il y ait un genre de service connexe qui soit vendu avec ça. Quand on parle de service, ça peut se faire par l'entremise de l'Internet, que ce soit l'équipement des produits, vous savez, la mise à jour et l'entretien des produits, ça peut se faire par l'Internet, une ligne directe. C'est vraiment intéressant de voir à quel point le monde des affaires des exportations a changé. Cette distinction entre les produits et les services, vraiment, là, ça se marie. Je peux ajouter une composante, la qualité, que ce soit du côté du produit ou du service. Et Jeff, avec son produit de créneau, il n'y a aucune façon qu'il peut fabriquer et vendre son produit qu'il fait à Sudbury, à Mongolie, sans que la qualité soit vraiment des meilleures. La même chose avec les services. Si vous vendez des services, peu importe quel pays, à l'échelle internationale, pourquoi est-ce qu'ils nous embauchent? Mais c'est parce qu'on a une bonne qualité du service ou du produit. Pourquoi? Parce que nous, Canadiens, Canadiennes, c'est ce que j'ai remarqué, nous prenons ça pour acquis quasiment, hein, on prend ça pour acquis que ce que nous faisons quotidiennement, nous sommes des compagnies, des personnes de qualité novatrice. Les normes avec lesquelles nous composons sont des normes qui sont établies vraiment de façon élevée. Donc, si on veut satisfaire à nos normes, ça veut dire qu'on va produire une marchandise, un service excellent. Je n'ai aucun doute qu'à titre de Canadien, que la qualité des produits des services canadiens excelle. Alors, si vous, à titre d'entreprise, offrez un morceau du casse-tête, vous voulez trouver des partenaires, n'est-ce pas, qui vont faire partie de la chaîne d'approvisionnement déjà établie, qui vont pouvoir vous aider à offrir un meilleur service à votre acheteur. Oui, absolument, mais en même temps, il y a un bon nombre d'entreprises de grande envergure qui recherchent elles-mêmes des solutions, non seulement pour leur propre monde des affaires, de nouvelles technologies, nouvelles façons d'améliorer le produit qu'ils offrent à leur clientèle, mais en même temps, les entreprises canadiennes peuvent se pencher du côté des occasions rêvées, du côté de la chaîne d'approvisionnement. Il faut tenir en ligne de compte qu'il y a déjà des entreprises bien établies à l'échelle internationale et nationale qui recherchent ce genre de services ou de produits de bonne qualité. Souvent, la marque en est une qui est recherchée pour mieux accomplir le succès, c'est d'établir le partenariat. Souvent, quand on a l'Étampe du Canada, vraiment, vous avez dit, David, que ça peut vous aider. Oui, ça peut nous permettre de mettre le pied dans la place. En bout de compte, la qualité doit être là. Et bien sûr que la feuille d'érable a une grande valeur à l'échelle internationale. Deuxième question. Les exportateurs canadiens, est-ce qu'ils forment des partenariats avec les entreprises canadiennes qui connaissent le marché international ou s'ils ont tendance à établir des partenariats avec des entreprises qui font partie du marché international? Bien, laissez-moi commencer à répondre à cette question-là. La stratégie peut varier, je pense. Si vous étudiez nos exportations, pensez-y, là, la moitié de ce que nous exportons est en fait représente des exportations inter-entreprises. Ford qui vend à Ford, Bombardier qui vend à Air Canada, si vous voulez, ou à Via Rail. Si vous penchez sur les statistiques, vous ne comprendrez pas à fond ce qui se passe. À Shawinigan, la meilleure auto du marché international vendu est une compagnie canadienne. Si vous regardez nos statistiques, nous ne faisons pas l'exportation d'auto. C'est Chrysler qui travaille à Brampton. Ça, c'est une des meilleures autos vendues à Shawinigan. Mais on considère ça comme étant une auto canadienne, mais non, c'est une compagnie américaine qui fabrique au Canada. Alors, c'est un exemple de chaîne d'approvisionnement déjà établie. Par exemple, si on veut vendre en grand nombre des sièges d'auto pour les jeunes, à ce moment-là, le meilleur marché sera en Chine où
les enfants pullulent, si vous voulez. Alors, je pense que les occasions rêvées de vente à l'échelle internationale, je pense qu'il faut vraiment s'être bien établi d'abord à l'échelle nationale. Il y a plusieurs compagnies qui travaillent à la chaîne internationale qui se sont déjà bien établies dans leur propre pays et qui ensuite ont décidé d'aller visiter le marché international. Les États-Unis, par exemple, en sont un bon exemple, où ils font affaire avec le marché international en Europe. Par exemple, si on se penche du côté de l'ingénierie, les entreprises de fabrication de ce côté-là sont en Europe. Si on regarde les accords de libre-échange commercial au Canada, on ne regarde pas seulement du côté du commerce Canada-Europe, mais comment ça peut nous permettre de nous jumeler avec des multinationales en Europe pour être capable d'aller dans le marché de la Chine, qui devient de plus en plus important. Par exemple, vous allez commencer avec quelqu'un ici, une entreprise déjà établie ici, qui a déjà travaillé à l'époque à la chaîne internationale, n'est-ce pas? Ça serait un bon point de départ pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine international. Alors moi, je dirais, oui, ça, c'est un bon début. Et puis, penchez-vous sur le monde des affaires où vous excellez et mettez à profit ce que vous faites le mieux. Alors, Jeff, peut-être que vous pourriez nous en parler un peu plus à fond. Vous avez dit que vous avez établi des partenariats avec les compagnies millières. Il y en a plusieurs parmi elles qui sont près de votre entreprise, n'est-ce pas, Sudbury? Absolument. Si vous pouvez commencer à travailler avec les entreprises canadiennes, c'est une entreprise canadienne qui travaille avec l'autre. On se connaît, on est capable de se parler facilement, on comprend notre culture et c'est précisément ce que nous avons fait. Nous avons pu mettre à profit ce partenariat-là au Canada. Ensuite, nous avons été du côté des États-Unis. Bien sûr, si vous pouvez le faire avec les compagnies canadiennes, c'est un excellent point de départ. Prochaine question. Qu'est-ce que vous nous suggérez quand on veut exporter un produit qui fait juste d'être accepté dans un certain marché? Avec quel organisme devrions-nous communiquer d'abord? Eh bien, moi, je dirais le MEC, Manufacturier Exportateur du Canada. Il est là. Mais laissez-moi répondre à ça. Souvent, ce que je découvre, c'est qu'une compagnie avec une technologie spécialisés. Ils connaissent la technologie de fond en comble. Ils savent comment bien fournir cette technologie, bien fabriquer le produit. Mais la question à se poser, c'est où est-ce que cette technologie-là pourrait mieux servir? Quel genre de client rechercherait ce genre de technologie? Comment est-ce que cette technologie-là pourrait satisfaire ce client-là dans ce qui a trait à son monde des affaires? Alors, il y a des associations particulières qui peuvent être établies pour vous aider à commercialiser une technologie particulière. Ça, c'est très important de travailler avec ces entreprises-là qui s'y connaissent bien. Si vous regardez de façon plus élargie à des applications, vous pouvez vous pencher du côté de toute une gamme d'industries, d'entreprises déjà établies. C'est important, c'est vrai, d'élargir vos contacts, si vous voulez. Interaction avec des compagnies de taille moyenne et de grande taille qui existent déjà sur le marché international, qui sont déjà dans le monde des affaires qui vous intéressent. Alors, il y a beaucoup plus d'occasions. Quand on parle de fonds de démarrage, des fois, c'est plus facile de s'agencer avec une petite compagnie ou une compagnie de taille moyenne. Alors, peut-être une compagnie plus grande pourrait voir ou connaître mieux le monde des affaires et voir comment votre technologie particulière pourrait s'agencer avec la leur pour pouvoir rejoindre les marchés internationaux. Alors, vous... nous lancer une question en français, nous serons contents de les adresser. Alors, pour David, après avoir soumis
mis des soumissions pour une demande de proposition et ne pas avoir gagné le contrat, comment est-ce qu'on peut améliorer notre situation et apprendre de l'échec, si vous voulez? Excellente question. C'est une question de qualité. On parle de ne pas avoir décroché un certain contrat. Et comment mieux apprendre sa leçon, si vous voulez. Pour nous, ça varie, mais la plus forte partie de nos clients, quand nous faisons une soumission, ils vont nous donner en détail ce qui là où on a manqué le bateau, si vous voulez. Quand j'ai déjà parlé avec des compagnies qui, dès qu'ils ont perdu un contrat, ils en essaient un autre. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. C'est essentiel, c'est fondamental de rencontrer le client qui nous a demandé la soumission. Nous voulons les rencontrer et voir où est-ce que c'est qu'on a manqué le bateau, si vous voulez. Comment ça se fait qu'on n'a pas décroché le contrat? On veut apprendre. Alors, vous allez avoir une séance d'information et c'est ce que nous faisons à chaque fois. Nous rencontrons le client et nous faisons accorder une séance d'information pour savoir qu'est-ce qu'on a à améliorer pour la prochaine fois, pour que la prochaine fois, nous puissions exceller et c'est à espérer décrocher le contrat. Bien sûr, c'est concurrentiel, notre monde. Être en deuxième place, c'est bien, mais ça ne vous donne pas le contrat, malheureusement. Eh bien, c'est soit vous êtes en premier lieu ou non, n'est-ce pas? Voulez-vous ajouter quelque chose, Jeff? Ah oui, c'est ça. Je pense que je comprends bien ce qu'il dit. Vous avez raison. Ce qu'on veut faire, c'est découvrir autant de renseignements que possible après que le contrat ait été décerné à une autre personne et voir qu'est-ce que vous voulez améliorer la prochaine fois. Vous l'avez déjà établi. Si vous avez un bon lien établi avec le client, ils vont être honnêtes, sincères avec vous. Ils vont vous dire où est-ce que c'est que vous avez manqué le bateau. Et c'est ça qui est important à faire, c'est d'apprendre après le fait. Alors, cette question pourrait s'appliquer à vous trois. Je vais commencer avec Jason. Quel est le rôle que le salon du commerce joue, les expositions jouent quand on parle de percer le marché international? Mais ça dépend comment ça s'agence avec votre stratégie. Quand on parle de salon du commerce et conférences de commerce, qui se présente là? Moi, je suis allée à quelques-uns de ces événements-là. Il y en a plusieurs où je suis allée ici en Amérique du Nord, où le salon du commerce, en fait, les gens vont venir simplement pour voir ce qui se passe, voir quel genre de pneus le véhicule a. Mais il y a d'autres événements où je suis allée où les pouvoirs décisionnaires font partie des présentateurs et où il y a beaucoup qui est accompli dans le monde des affaires. Les gens s'attendent à ça, à titre de la conférence ou du salon du commerce, comme c'est une des attentes. Ça dépend de quel secteur. Est-ce que c'est le secteur de la technologie sur lequel on se penche du côté du salon du commerce? Alors, les participants font leur recherche avant pour voir est-ce qu'on veut vraiment y être. Pour nous, oui, nous puisons à fond à savoir quels sont les renseignements. Il y a toute une gamme de salons du commerce, de conférences du commerce. Ils veulent qu'on soit là tout le temps, mais il faut être capable de gérer, à savoir d'abord le budget, combien d'argent est-ce que vous avez à dépenser pour participer à ce genre d'événement et comment faire la sélection de ce genre de participation. Un indice pour les entreprises ici, ce que j'ai dit à mes effectifs, si vous voulez participer à ce genre d'événement, je ne veux pas que vous soyez isolés, faire cavalier seul. Je veux que vous vous entremêliez avec les gens, les participants, leur parler de notre entreprise, ce que vous faites. Alors, si vous allez participer à ce genre d'événement, pourquoi pas y participer de façon active? Par exemple, faire partie d'un panel de discussion. Vous allez en retirer beaucoup plus. Aller un pas plus avancé, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de ce genre d'événements dans le domaine minier. Vous, Jeff, comment est-ce que vous voyez ça comme événement pour votre compagnie? Est-ce que c'est positif ou non? Jason vient d'en parler. Il
faut s'assurer qu'on participe là, à ces événements-là, parce que vous voulez communiquer avec les gens qui vous intéressent, qui s'intéresseraient à ce genre d'événements. Ça fait partie de votre stratégie de marketing. C'est assez cher, vous savez, quand vous envoyez une ou deux personnes pour une ou deux journées à ce genre d'exposition. Il faut vraiment choisir les personnes avec soin et savoir que vous allez en avoir un avantage. Alors, si on parlait de votre vision, qu'est-ce qui vous a promu à penser d'aller à l'échelle internationale, de voir en grand? Eh bien, bonne question. C'est encore la vision de notre compagnie Cowater. C'est quoi au juste? Eh bien, c'est une compagnie de consultants spécialistes de gestion. Nous tenons à cœur de faire connaître notre expertise à l'échelle internationale, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître à l'échelle internationale notre produit, notre expertise et comment travailler avec d'autres personnes. Alors, voir en grand et penser où on pourrait desservir le mieux la population, dans quel pays. J'ai déjà parlé de patience, de persévérance. Ça, c'est un point qui est très important, ne pas abandonner la partie. Vous avez mentionné les 4 P. Je pense qu'il y en a peut-être 5, là, maintenant que j'y pense. Partenariat, on en a parlé. Les gens, ressources humaines. Alors, le peuple de votre entreprise, la patience, la persévérance, ces deux-là vont de pair. Et les projets, les occasions entourant les clients. Alors, c'est les 5 P, si vous voulez, et ensuite un Q pour la qualité, n'est-ce pas? Tout ça, ça se jumelle très bien, n'est-ce pas? Ça s'agence très bien. Oui, ça, c'est une belle stratégie. Mettre le cap sur ces 5 sujets avec le P, là. Oui. Et n'oubliez pas la qualité. Et si vous agencez tout ça, vous allez connaître les profits. Et un autre P pour les profits, n'est-ce pas? Que ça soit profitable. Alors, on se penche du côté du MEC. Est-ce que vous avez fait partie des discussions des accords de libre-échange entre Canada et Europe? Est-ce que ça va donner plus d'occasions pour les exportations avec les entreprises canadiennes? Oui, nous nous sommes penchés de très près en ce qui a trait aux négociations avec l'accord de libre-échange. Steve Arul est celui qui s'en occupe de très près. Je pense qu'il a fait un travail hors pair avec les négociations, non seulement avec les Européens, mais avec les provinces, tous les niveaux et avec le monde des affaires, toutes les entreprises. Alors, nous avons un accord vraiment de grande valeur qui va offrir toute une gamme d'occasions de travail pour les entreprises canadiennes. Ce n'est pas comme seulement un aléna, si vous voulez. Cet accord va permettre à des compagnies, par exemple, de certifier les normes de leurs produits au Canada ici, des normes qui vont bien s'agencer avec les normes requises en Europe. Aussi, les services à la clientèle qui sera offert au sein du Canada pour les gens à la chaîne internationale. Et il y a plusieurs compagnies canadiennes qui ne pouvaient pas non plus faire partie de la liste de fournisseurs. Alors là, ça va s'améliorer. Je pense que c'est un accord excellent. En deuxième lieu, pourquoi je pense que c'est excellent, c'est que nous sommes devenus partenaires d'un réseau qui fait partie des entreprises européennes. C'est pour voir quelles sont les occasions rêvées pour les besoins qualifiés en technologie. Nous avons commencé ça en septembre. Déjà, nous avons 26 projets conjoints où la compagnie canadienne s'est trouvée un partenaire en Europe, soit pour offrir le service, soit pour promouvoir
la marchandise, ce n'est pas simplement une idée abstraite. Je peux voir que ça a une incidence très positive de cet accord. Je peux voir un nombre rêvé d'occasions, non seulement pour le marché, mais c'est vraiment une occasion rêvée, une occasion d'affaires rêvée. Alors que vraiment, il y a beaucoup d'occasions, mais il faut d'abord avoir une bonne stratégie bien pensée et un niveau de qualité, une bonne technologie, un niveau de service qui dépasse celui qui est déjà connu en Europe. Alors, je pense que ça donne des occasions aux compagnies canadiennes d'établir des partenariats avec d'autres compagnies, que ce soit en Europe, en Chine ou ailleurs. Alors, une autre question, malheureusement, c'est la fin. Est-ce que les membres du comité de discussion, est-ce qu'ils peuvent nous parler du cycle de vente associé avec les banques, si vous voulez, alors que vous lancez là-dedans? Oui. La plus forte partie de nos clients sont des banques de grande envergure, que ce soit une banque aux États-Unis qui compose avec la Chine ou autre. Alors, le cycle de vente, eh bien, le concept, avant de commencer le contrat, ce serait 2 ans. Alors là, c'est quand vous travaillez avec la banque, vous avez une idée pour concevoir un produit, faire une demande de proposition. Une fois que la demande de proposition est faite, alors ils nous demandent à nous de répliquer, n'est-ce pas, la demande de proposition. Ils ont 1 an de leur côté pour soumettre la demande de proposition, quelques mois pour attendre les réponses, ensuite quelques mois pour évaluer. Et ça va prendre un bon 2 ans avant que vous soyez accepté, que vous soyez vraiment sur le terrain. Alors, ça prend de la patience et de la persévérance. C'est vrai que c'est un grand délai. Alors, si vous voulez investir, eh bien, continuez avec l'occasion. Faites une soumission et assurez-vous d'avoir bien couvert toutes les exigences de la demande de proposition. C'est un investissement de grande taille, alors il faut vraiment être engagé. Et vous-même, Jeff, est-ce que votre cycle des ventes est plus long quand vous composez à l'échelle internationale qu'au Canada? Ah oui, absolument. Le cycle de vente à l'échelle internationale, ça pourrait être de 2 à 5 ans. Absolument, c'est un grand cycle pour nous, beaucoup plus grand. Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission. Cependant, si vous attendez encore que votre question soit lue, s'il vous plaît, communiquez avec nous par courriel à l'adresse edc.ca, marketing à edc.ca. Et nous déploierons nos meilleurs efforts pour vous fournir une réponse. Je rappelle, chers participants, vous pourrez avoir accès à la séance d'aujourd'hui à notre site Web d'ici peu. Vous recevrez un lien de notre part qui vous permettra l'accès. S'il vous plaît, le partagez, ce lien avec quiconque pourrait s'intéresser au sujet des discussions. Si vous désirez en savoir plus au sujet des divers marchés, eh bien, allez voir sous l'onglet Info Pays. Il y a une multitude de ressources. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui.